Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing. Chers amis, nous sommes le mardi 9 janvier 2024. Mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous n'avez pas trop froid. C'est la semaine décisive. Pour le coup, je suis certain de ne pas me tromper. Certain, et en plus c'est le début d'année. Semaine décisive, ETF, Bitcoin Spot, Reality Check. Alors, on va faire un certain nombre de choses. Bon, déjà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes remis de votre soirée du Nouvel An. N'oubliez pas de faire du sport tous les jours, surtout quand il fait froid comme ça aide à garder la patate. Alors, écoutez, toute la partie administrative est complétée. C'est-à-dire que toutes les entreprises qui demandent à se faire valider un ETF Bitcoin Spot, tous les derniers documents ont été déposés, les mises à jour, boum, là, on est bien. Les places boursières ont même été convoquées par la SEC. Vous savez, le CBO, le Nasdaq, le NYSE, la semaine dernière. Nous connaissons même les frais de transaction, les droits d'entrée pour chacun des ETF Bitcoin Spot de toutes les entreprises candidates. Et d'ailleurs, ces frais sont beaucoup moins élevés que prévu. On sent déjà la concurrence qui se profile. Et hier, lundi, M. Gary Gensler, patron de la SEC, nous a fait sur Twitter un thread où il rappelle tous les risques inhérents à l'investissement en crypto, sans parler des fraudes, des escroqueries, etc., etc. Alors, la réponse arrive. Elle arrivera peut-être avant que cette vidéo soit en ligne. Elle est attendue plutôt pour mercredi 10 janvier. Je vais vous réexpliquer pourquoi. Je vais vous redonner un certain nombre de détails sur ces éléments-là. Et puis, bon, comme d'habitude, on fera la partie technique. Je vais vous parler, voilà, Bitcoin, Ethereum, BNB. On va parler aussi d'INJ, bon, des fondamentaux classiques. Mais commençons par ce sujet brûlant d'entrée de jeu de début d'année, sachant que l'année 2023, 160% de hausse du BTC, on est quasiment à 48 000 $. Sur une échelle arithmétique, c'est 2/3 de retracement du grand bear market de 2022. 48 000 $, c'était aussi, rappelez-vous, le point haut de cette vague 2 du bear market. Bon, c'est une résistance, on y est, on s'y présente, et maintenant on attend, c'est The Decision Time, c'est pour ça que c'est the Decisive Week, pardon, décidément. J'aurais dû boire un café de plus pour avoir un anglais parfait. Bon, alors, oui, Monsieur Gensler, il est marrant quand même, ce bon vieux Gary. Hier, alors, comment on interprète ça? Il nous fait un thread en rappelant les risques des cryptos. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est son baroud d'honneur en mode « moi, je me dédouane à titre personnel » ou est-ce qu'il prépare le terrain à un rejet en bloc ou peut-être à un nouveau délai? Parce que, hormis Ark Invest, de la célèbre Cathie Wood, eh bien, les autres, les dates limites sont en mars. Mais pour Ark Invest, c'est le 10 janvier. Sauf qu'on ne peut pas en valider un sans valider les autres. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on aligne tout le monde sur Ark? Est-ce qu'on aligne tout le monde sur les autres? Est-ce qu'on aligne Ark sur les autres en mars? Ou est-ce qu'on rejette tout en bloc? Voilà. Comment interpréter ce message hier de Gary Gensler? Dans l'hypothèse où la SEC les validerait, les ETF, eh bien, lui au moins pourra dire oui, mais moi j'ai rappelé. D'ailleurs, Committed to Investor Protection, c'est dans l'entête de son compte Twitter. Donc voilà, en même temps, il joue son rôle jusqu'au bout. Donc on va parler de tout ça, les fondamentaux classiques, le dollar américain, le marché action, les taux d'intérêt, patati patata, la partie technique. Eh bien, c'est parti mes amis, on attaque avec davantage de détails. Je vais vous montrer deux super comptes Twitter pour vous informer sur ces sujets-là, sachant que de toute façon, alors que on verra bien, hein, c'est ce que va faire la Fed, la SEC décidément cette semaine, mais c'est deux gros comptes Twitter qui sont spécialistes de cette actualité autour des ETF. Et puis donc c'est parti. Avant que ne démarre votre nouvelle édition du Cryptos Technical Briefing, j'ai une question à vous poser. N'avez-vous pas eu toujours envie de naviguer sur Internet en toute sécurité, de communiquer sur Internet avec votre ordinateur, votre téléphone portable, en toute confidentialité? Un anonymat, mais un anonymat équipé d'un bouclier contre toute forme de menace web et avec la possibilité de créer et de gérer votre propre réseau chiffré privé. Oui? Eh bien alors, il vous faut un VPN, mais pas n'importe lequel. Il vous faut celui de notre partenaire du jour, NordVPN. NordVPN, un outil de cybersécurité tout en un, qui ne cesse d'évoluer. La protection anti-menace pour bloquer les trackers, les publicités, les logiciels malveillants, le réseau mesh pour créer votre propre réseau chiffré, la surveillance du dark web, ou encore avoir une IP dédiée, c'est-à-dire cette possibilité de changer d'emplacement virtuel, que ce soit lors de vos vacances à l'étranger ou pour continuer d'avoir accès au contenu de votre pays, quel que soit
le pays dans lequel vous vous trouvez. C'est idéal d'ailleurs pour tous les contenus de type plateforme de streaming. L'outil NordPass qui est aussi dispo avec NordVPN dans le pack avancé, votre gestionnaire de mots de passe qui génère des mots de passe uniques et complexes pour arrêter d'utiliser le même mot de passe pour l'ensemble de vos comptes. Suivez notre lien exclusif Cryptost dans la description pour obtenir 4 mois d'abonnement supplémentaire sur les abonnements NordVPN de 2 ans. Alors, plusieurs choses déjà. Tout d'abord, le compte Twitter de Monsieur Gensler, vous l'avez, le patron de la SEC, il est papa de 3 enfants, très bien. Et donc hier, regardez, voilà, il a proposé ça, c'est assez marrant, a thread. Some things to keep in mind if you're considering investing in crypto assets. Et voilà, patati patata. Donc là, voilà, c'est extrêmement dangereux, c'est risqué, exceptionally risky. Bon, voilà, il parle des Ponzi, etc., etc. Voilà, bon, ça très bien, on a compris. Et il a fait ça hier soir. Et là, donc, vous avez ici les 2 plus gros comptes Twitter qui suivent de très près cette actualité autour des ETF. Donc, c'est vraiment une façon de s'informer, en tout cas moi, que j'utilise. Et nous sommes vraiment au bout. C'est-à-dire que vous avez donc ici, je vous remontre ici, toutes les entreprises candidates sont là. Là, ce sera le ticker de l'ETF, voilà le petit nom. Et puis là, vous avez ce qui a été proposé, mis à jour hier lundi, les fees. Les fees, bon, voilà, le droit d'entrée. Et c'est largement, regardez comme ils se tirent, regardez, alors, à part Grayscale, tous les autres se tirent la bourre. Qui sera le moins cher, voilà, donc on sent déjà la lutte. On sent déjà la lutte. Toutes ces places boursières ici ont été convoquées la semaine dernière, en fin de semaine dernière, pour faire un point avec la SEC. Donc voilà, maintenant on attend la décision de la SEC, mais regardez un peu le positionnement archi-agressif de BlackRock. Bon, Katie Wood, Ark Invest, c'est encore plus agressif. Voilà, donc tous les détails sont maintenant connus. Et maintenant, bien, place à la décision de monsieur Gary Gensler. Donc voilà, ça va tomber. Je ne sais pas si ça va tomber, moi, avant que cette vidéo soit disponible. Probablement pas. Mais voilà, la réponse est attendue. La date limite, je vous remontre ça. De toute façon. Boum. Ici, vous avez donc à nouveau, vous retrouvez les entreprises, les entreprises candidates, on peut dire les issuers aussi, candidats à la validation d'un ETF Bitcoin Spot. Et donc là, vous voyez la date du 10 janvier 2024, c'est pour celui de Cathie Wood. Mais alors, les autres, c'est 15 janvier. Mais regardez, la SEC Final Deadline, voilà, c'est vraiment pour Ark Invest que c'est le 10 janvier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la SEC va prendre Ark et mettre tout le monde en mars, ou le contraire, ou tout rejeter en bloc? Bon, voilà, c'est la décision. Voilà, c'est pour ça que là, pour le coup, cette semaine, écoutez, elle est décisive, sachant qu'elle est décisive après une année 2023 qui, sur le plan de la performance de BTC, l'a déjà été aussi. Bon, écoutez, maintenant, place à la réponse de ce bon vieux Gary, l'ami Gary. Ok, très bien, donc ça va tomber. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? Oui, bon, toujours pareil, hein, la désinflation, le pivot de la Fed, la pierre d'angle de ce début d'année, il y a comme d'habitude. Vous savez, au-delà, de toute façon, que les ETF soient validés ou non, alors oui, forcément, bon, si tous les ETF sont rejetés en bloc, il va y avoir un gros choc de marché, il ne faut pas se mentir. Ça, tout le monde peut le dire, de toute façon, si les ETF sont rejetés en bloc, il y aura un gros choc de marché. Maintenant, si les ETF sont validés, jusqu'où ça pousse? Est-ce que sachant que s'ils sont validés, ils sont censés être négociables dans les 24 heures, en fait, la séance d'après. Donc, potentiellement, si oui, aux demandeurs d'ETF mercredi, jeudi, disponibilité, avec les frais que je viens de vous détailler. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? On fait une ultime poussée vers les 54, puis retracement. Quel type? J'ai hâte, moi, de voir, franchement, la tête de la bougie hebdomadaire de cette semaine va nous dire un max de trucs. J'ai vraiment hâte, moi, j'ai hâte d'être en fin de semaine, de voir quelle tête va avoir cette bougie weekly, sachant qu'on arrive sur ces 48 500 $, qui sont sur le plan des proportions de marché, sur le plan chartiste,
une énorme résistance, l'aboutissement d'une grosse phase bullish, alors cette fameuse vague 3. Donc voilà, il y a de toute façon on sait qu'il y a de la place technique pour retracer, enfin voilà, c'est pour ça que ça va être vraiment passionnant et que cette bougie de la semaine va vraiment nous orienter sur au moins les variations du premier trimestre. Bon, bref. Voilà. Alors, un peu de finance traditionnelle, au-delà de la SEC, le fameux pivot de la Fed. Alors, vous avez ici les anticipations de politique monétaire de la Fed cette année. C'est archi agressif. Le 31 janvier prochain, c'est la première décision de politique monétaire de la Fed. Elle ne devrait pas toucher à son taux directeur actuellement qui est à 5,50, mais un pivot est attendu, 57% de probabilité dès le mois de mars, et ensuite une série de baisses de taux. En lien avec la désinflation, en lien avec le ralentissement économique. Alors d'ailleurs, sur ce sujet de la désinflation, faites attention, cette semaine, on commence aussi avec du lourd. Dès le jeudi 11, donc potentiellement au lendemain de la décision de la SEC, vous avez la mise à jour du CPI aux États-Unis, l'indice des prix à la consommation, que je vous ai représenté ici en version nominale, en version sous-jacente, l'inflation des services. L'allure est négative, mais nous sommes encore au-dessus des 2%. Je peux aussi vous montrer l'indice d'inflation préféré de la Fed, qui est le PCE. Et lui aussi, donc ce sont des belles tendances baissières, mais là aussi, le marché se situe encore au-dessus de la cible de la Fed. Les indicateurs avancés d'inflation, eux, sont plutôt optimistes. Alors voilà, si l'inflation est à 2% en version sous-jacente, c'est vrai que le pétrole est sous pression aussi, mais ça, c'est l'inflation nominale. D'ici mars, pourquoi pas envisager ce fameux pivot de la Fed pour le mois de mars. Mais il y a quelque chose qui le... Alors, il y a deux éléments. Vous avez eu la semaine dernière la mise à jour du rapport NFP aux États-Unis, le rapport mensuel sur le marché du travail aux États-Unis. Oui, je vous fais un peu de finance traditionnelle là, mais un mot rapide, hein, même si c'est chiant, pour vous rappeler que le marché du travail américain reste super résilient. Il crée énormément d'emplois, notamment dans le secteur des services, c'est 80% des pays du PIB. Donc ça montre, vous savez, c'est ce combo gagnant de la désinflation sans récession. C'est ce combo gagnant de la désinflation, du soft landing, c'est-à-dire qu'on n'a pas les taux de croissance économique de 2021, mais on n'a pas de récession économique non plus. Une croissance économique qui est suffisamment basse pour entretenir l'allure baissière des taux d'inflation, mais suffisamment élevée pour permettre une stabilité du marché du travail et la croissance des profits des entreprises. Le beurre, l'argent du beurre, et voilà, vous l'avez pensé comme moi. Bon, très bien. Alors, d'ailleurs, le marché action, pour l'instant, se maintient plus ou moins tout en haut, même si je pense qu'il va marquer une pause. Il a déjà commencé à marquer une pause. Bon, le dollar américain, lui, est dans un entre-deux. Il faut quand même le mettre sous très haute surveillance. Je vous remontre ici, donc sur le DXY. Moi, j'ai toujours mon hypothèse d'ABC. Mais voilà, on est en fait, vous avez ici cette pattern en triangle chartiste, on est posé dessus. C'est le niveau des 100,80. Ici, à l'époque, vous avez eu un bear trap, on l'a réintégré. Là, vous avez eu un bull trap, on l'a réintégré. On se retrouve dans un entre-deux. Et regardez d'ailleurs en données journalières, ici, c'était le bear trap. On est revenu travailler le niveau. Et on se retrouve dans cet entre-deux, dans cette phase latérale. Tout le monde a conscience, nous avons tous conscience, qu'un vrai soutien pour Bitcoin serait de briser ce niveau sur le dollar US. Mais pour ça, il faut une information fondamentale. Elle peut venir de la macro. D'ailleurs, dernière stat, et puis j'arrête de vous saouler avec ça, il s'agit du PMI des services aux États-Unis selon l'ISM. Il a été mis à jour la semaine dernière. Il commence à prendre aussi une mauvaise allure. Alors, c'est l'essentiel du PIB américain. Sous 50, c'est la contraction. Là, vous avez la récession de la bulle Internet, la crise financière et la crise sanitaire. On est en train de tomber vers le niveau. C'est moche, mais voilà, on n'est pas encore en dessous. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça qui pourraient effectivement justifier le pivot de la Fed. Pour le dollar américain, il avait été largement leader. Là, vous avez la performance des monnaies en 2021, en 2022, de toutes les devises majeures du Forex. Le dollar était en hausse en 2021, en 2022, c'était le seul. Je vous rappelle qu'il a terminé 2023 en baisse. Le dollar américain a terminé 2023 en baisse, sans être la devise la plus forte. DXY, c'est pour le code dollar américain. Donc on est toujours dans cette dynamique de prise de profit parce qu'on envisage le pivot de la Fed avant celui des autres banques centrales. Et pour Bitcoin, on aimerait voir ce niveau cassé. Bon, le marché action, il temporise, sans surprise, mais en même temps, il reste archi résilient, grâce à l'intelligence artificielle. Le S&P 500, là, il marque une pause ici. Alors, il a toutes les raisons, voilà, il a toutes les raisons, qu'est-ce que je fais moi? Il a toutes les raisons de marquer une pause. Regardez notamment
l'aspect quantitatif, le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, on est en zone haute, ce sont les zones de points hauts. Donc là, moi, je ne vois pas le SP500 partir à la hausse en ligne droite et aller à 5000 d'entrée de jeu. Donc on va continuer de faire un truc rangy, mais en même temps, vous avez les stars de l'intelligence artificielle. Et je regardais par exemple, où est-ce qu'elle se cache? Je regardais ma petite Nvidia, voilà ma petite Nvidia qui est là, je veux dire, le machin s'arrête pas quoi. Encore une séance de fou furieux hier, encore un nouveau plus haut, parce que ils ont développé des microprocesseurs qui vont permettre d'intégrer facilement l'intelligence artificielle sur les ordinateurs personnels. Ça s'arrête pas, donc il n'y a pas que, il y a toute une thématique de la tech qui ne lâche rien, et c'est vrai que ça reste un soutien au marché crypto. Même si, soyez-en certains, eu égard au surachat, le S&P 500 va marquer une pause. Bon, alors, quand même un mot technique sur le BTC. C'est le début d'année, on peut prendre un peu de recul avec les graphiques de long terme. Des choses assez simples. Regardez, ça, c'est un graphique annuel. Ça ressemble à rien, mais c'est pourtant c'est le cours du Bitcoin. Hein. Vous avez ici le cours du Bitcoin. C'est le cours de clôture en time frame 12 mois, donc un an, du cours du BTC, pour voir que pour l'instant, depuis 15 ans, puisque l'AMI a 15 ans, on n'a jamais, le marché n'a jamais interrompu le cycle de creux et de sommet ascendant en cours de clôture, et même 2022 fut simplement encore un pullback. Mais c'est de moins en moins puissant, on le voit bien. Mais en tout cas, voilà. C'est aussi intéressant de regarder le graphique trimestriel du BTC, où on peut voir que là aussi, hein, on n'a jamais interrompu, nous n'avons jamais interrompu le cycle de sommet et de creux ascendants. Alors, le graphique mensuel, bon, très bien. Alors d'ailleurs, rappelez-vous, j'avais dit 42 ne passera pas comme dans du beurre, on a quand même terminé l'année à 42. Bon, maintenant, ok, très bien. En mensuel, bon, là on est le début de mois, le nouveau gros support mensuel c'est 36. C'est le gros support mensuel c'est 36. Du côté du momentum, il n'y a pas de stress, ça a toujours été bullish, on le sait depuis un certain temps, tout va bien, mais voilà, qu'est-ce qui va se passer? Alors, si rejet, on sait ce qui va se passer. Si validation, là il y a plusieurs hypothèses. Il y a ceux qui pensent qu'on va en ligne droite à 70, ceux qui pensent qu'on va en ligne droite, que le marché ira en ligne droite à 100. D'autres encore qui pensent que 48,50 ça va prendre des bénéfices. Et techniquement parlant, vous prenez en hebdo. Alors là, vous avez le contrat futur Bitcoin en hebdo. Tout commence, tout termine par les divergences. Notez que on a une super indication, le RSI hebdomadaire. À chaque fois qu'il sort par le bas de la zone de surachat, c'est la conso. Il nous a fait le coup ici en juin 2019. Là, c'était encore mieux ici au printemps 2021. Bon, on est encore au-dessus. Bon, tant qu'on tient ça, le marché reste dans son élan, sauf que voilà, il rencontre maintenant. Alors là, je suis en échelle arithmétique. Je peux passer en log, c'est différent. En log, ça fait longtemps qu'on a franchi le 61,8, mais je passe en échelle arithmétique. Le marché rejoint donc les 48 500 $, qui était le point haut de cette structure en biseau ascendant. C'était la vague 2 du bear market, 1, 2, 3, 4, 5. On y est, bon, c'est un objectif. Pour vous montrer à quel point il y a de la place en hebdo, prenez l'Ishimoku, vous voyez, on pourrait faire même ici une espèce un énorme caca graphique ici, que ça resterait bullish. On pourrait faire voilà, un gros truc comme as là, et ça resterait bullish quand même. Voilà. Ça resterait une construction haussière. Mais comme de toute façon, l'ami l'a fait ici. Hein, donc ça, il faut avoir conscience de ça. Quelle que soit l'issue liée à la SEC, bon, s'ils sont rejetés, on retrouve à 30 à 25K. Bon, mais si c'est pas rejeté, voilà, gardez bien ça à l'esprit. Gardez bien ça à l'esprit. Et moi, j'ai toujours appelé à de la construction et à prendre son temps. Bon, mais mon indicateur de momentum favori, c'est le RSI. Tout avait commencé par une div ici. Pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas de div hebdo, il n'y a pas de chose. Bon, voilà, donc en journalier, voilà où est Bitcoin, alors qu'on attend maintenant la décision de la SEC. Et puis c'est tout, on verra bien, si vous voulez que je vous dise. Et alors, la dominance du BTC, moi je reste persuadé qu'il faudra qu'on aille chercher ça avant de vraiment voir les alts prendre le relais. Donc pour l'instant, elle continue d'avancer. Vous savez qu'on n'est pas encore dans un extreme greed. Hein. Si vous prenez le Crypto Fear and Greed Index, eh bien, voilà, on est là. Donc, on peut encore chercher un poil plus haut.
Alors, bon, Ethereum, toujours pareil, écoutez, les 2160 dollars, c'est au-dessus duquel c'est bullish, en dessous duquel on retracera plus fortement. Mais pour l'instant, ça reste la frontière. Alors là aussi, en toute honnêteté, il faut que je vous parle de THBTC. Bon, moi je m'y intéresse toujours. Rappelez-vous, dans ma dernière vidéo, j'avais expliqué la possibilité qu'on aille chasser plus bas et qu'on crée une divergence. On est en train de chasser plus bas. On potentialise une div, mais bon, il faut rester tranquillou. Alors là, moi j'avais un ami d'ailleurs qui m'a toujours dit qu'on irait chercher cette zone avant de repartir. Je te félicite, mon cher ami. Maintenant, voilà. Je pense que de toute façon, ce machin fera son point bas quand ce truc sera là. Un machin, truc. Ça me rappelle que j'étais un enfant dyslexique et que mon orthophoniste me disait arrête de dire truc et arrête de dire machin. Mais maintenant, je m'en amuse. Donc voilà. Mais moi, ici, là, je reste de toute façon. Ce sera une bonne zone et j'y crois pour l'année prochaine. Mais là, voilà, on fait cet ultime excès qui était une potentialité. Moi, ça ne me stresse pas du tout. Au contraire. Au contraire. Alors, j'en étais où? Oui, alors un mot sur l'ami Binance. Alors là, pour le coup, target reached, je peux le dire, target reach, c'était ma cible, elle a été faite. Ça reste cette énorme phase ici de transition latérale. Alors maintenant, à court terme, on se pose sur les 300 dollars, c'est un petit support intermédiaire. C'est pas pour moi le vrai gros support, la grosse zone de liquidité, c'est 275 dollars. Maintenant, ce machin, s'il explose cette zone-là, il y a un potentiel d'aller à 700. Là, pour le coup, ça va vraiment être lié aux ETF. Même le ratio BNB sur Coinbase est sur support. Maintenant, voilà, là, ça va vraiment être, il y a un lien direct entre ces exchanges et la validation des ETF. Donc voilà, là pour le coup, écoutez, faites un petit SMS à Gary, il vous donnera la réponse. Mais dans l'hypothèse où c'est validé, la target c'est là cette année. La target c'est là. Avec un gros potentiel de rattrapage sur Coinbase. Et pareil, pour moi, on a eu un premier pump sur BNB BTC. Là, on retrace le premier pump. Pour moi, c'est une opportunité. Est-ce qu'on retrace à 100% ou pas? Je ne pense pas qu'on ira en dessous. Donc, le retracement de cette phase-là, peut-être un range entre MM50 et MM200 avant de repartir. Mais voilà, pour moi, le bottom est validé. Donc, on retravaille la zone et pour repartir après. INJ. Bon, c'est pas évident de faire comme ça une vidéo dans l'entre-deux de la SEC, mais INJ, c'est là, on est dans la vague 3. Alors, comment est-ce qu'on calcule un target de vague 3? Vous prenez la vague 1 et au bas de la 2, vous reportez de 1,38,2 à 1,50, voire 1,61,8. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Tout d'abord, si on prend tout l'historique complet, on a une 1, une grande 2. Là, j'ai projeté, alors c'est lequel? Parce que c'est celui-là. Oui, ça doit être celui-ci. Ça donne au moins les 110. Non, c'est celui-ci. Donc ça donne beaucoup. Et au sein de la vague 3, on a fait une 1, une 2, et là, on serait dans la 3. Et là, ça me donne au minimum cette target-là. Donc oui, effectivement, il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Et puis voilà. Donc ça, c'est dans le sens de la tendance. Dans le sens de la tendance, eh bien, il faut simplement la suivre et je m'amuserai pas à me mettre en face de ce truc-là. Bien sûr, bon, voilà, en fonction des news cette semaine, ce qui va se passer cette semaine, ça compte pas vraiment. Mais effectivement, il y a dans le cas de figure où voilà, toutes les planètes sont alignées et qu'on a une vraie alt season, ce machin a, d'un point de vue fractal, un huge potentiel encore. Voilà, j'en dirai pas davantage puisque comme j'attends, I'm waiting, Mr. Gensler. Donc, bonne rentrée à toutes et à tous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Et à quel prix? On verra. Allez, salut, merci.